Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. J'ai un master de philo de la Sorbonne que j'ai eu en 2022. L'année dernière, j'étais en prépa agrégation à Sorbonne Université et j'ai passé l'agrégation et le CAPES de philosophie afin de devenir prof de philo. Et j'ai lamentablement échoué. Comme ça, on pose les bases. J'ai expliqué un petit peu mon année un peu catastrophique dans une vidéo qui s'appelle « J'ai passé l'agrégation de philosophie, la pire année de ma vie », que je te conseille d'aller voir. Et suite à cette vidéo, vous m'avez fait beaucoup de retours, j'ai eu pas mal de réponses, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir, tout vos retours. Déjà, merci beaucoup. Et ça m'a donné envie de faire une nouvelle vidéo où j'explique vraiment les causes subjectives, hein, les causes qui sont propres à mon année, à ma personne, à ma vie, tout simplement, qui peuvent, à mon humble avis, expliquer mon échec au concours. Ce sont évidemment des causes extrêmement personnelles qui ne vous concerneront peut-être pas du tout, mais je pense que ça peut aider plus d'une personne parce que je ne pense pas être la seule à me retrouver dans ce genre de situation ou dans ce genre de comportement. Bon, mon échec aux deux concours s'explique déjà de manière statistique, hein, de manière objective. Sur des concours extrêmement difficiles, il y a des gens extrêmement brillants, un peu chanceux aussi des fois, qui arrivent à avoir les concours du premier coup, mais ça reste extrêmement rare. Il y a des gens qui passent 6, 7, 8 fois le CAPES avant de l'avoir. L'agrégation, bon, il y en a plein qui renoncent en cours de route, il y en a plein qui le préparent 3-4 fois, qui arrivent à être admissibles presque chaque année et qui n'arrivent jamais à être admis. Vraiment, c'est un concours où il n'y a aucune règle, enfin les deux concours, il n'y a strictement aucune règle de réussite. On voit absolument tous les cas se produire, des gens réussir du premier coup, des gens échouer un nombre incalculable de fois alors qu'ils sont brillants, des gens être admissibles chaque année, ne jamais réussir à atteindre le concours et à réussir leurs euros, des gens qui ne sont jamais admissibles alors qu'ils travaillent comme des acharnés. Il y a vraiment tous les cas. Je ne peux pas donner de conseils qui fonctionnent de manière automatique, des conseils qui fonctionnent sans aucune exception parce que ça n'existe pas. C'est un concours où vraiment la contingence, l'aléatoire influe beaucoup et il y a beaucoup de choses aussi qui restent inexpliquées. Toutefois, il y a quand même aussi certaines choses qui peuvent justifier mon échec. Alors déjà les statistiques, l'agrégation c'est 8% de réussite, donc pour 100 élèves qui passent le concours, il n'y en a que 8 qui sont admis, sachant qu'il y a plus de 1000 personnes qui passent l'agrégation, et le CAPES c'est environ 10% de réussite, donc 10 élèves, enfin 10 candidats, plus vraiment des élèves, pour 100 personnes qui passent le concours, sachant qu'il y a, je crois, pareil, 1200-1300 personnes qui s'inscrivent au CAPES. Et donc c'est chose commune de ne pas y arriver du premier coup. Bon, je vais pas vous donner les conseils classiques des professeurs de type il faut s'entraîner, il faut travailler ses repères de terminale, il faut connaître certains auteurs sur le bout des doigts, connaître certains textes très précis et tout. Ça c'est des conseils que vous pouvez avoir par vos professeurs. Moi je vais vous faire part de mon expérience personnelle et de ce que j'ai appris et de ce que cette année je vais essayer de ne pas reproduire pour espérer réussir. Sait-on jamais sur un malentendu, peut-être que ça passera. Alors j'ai pris quelques petites notes pour vous expliquer. Alors le premier point qui peut justifier mon échec, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans une dynamique de travail intense, exigeante et rigoureuse. Je m'explique. En septembre de l'année dernière, je n'avais pas encore soutenu mon mémoire. J'ai soutenu mon mémoire en septembre, sauf que la prépa grecque commence à peu près au même moment et j'ai travaillé mon mémoire durant l'été au lieu de travailler le programme de l'agrégation. J'ai travaillé que mon mémoire qui était un sujet extrêmement précis, porté en fait sur l'impôt chez John Rawls, donc bon, d'utilité extrêmement moyenne pour les concours. Et donc l'été j'ai travaillé mon mémoire, j'ai pas travaillé de manière extrêmement intensive. Vous allez me dire c'est normal, c'est l'été, le but c'est pas d'arriver complètement cramé à la rentrée vu la dureté et le temps de préparation assez conséquent au concours, mais bon, j'étais pas dans une dynamique de travail assez intense, et ce qui fait qu'en septembre, j'étais pas dedans direct, il aurait fallu que je sois au taquet dès le début en fait, que je sois vraiment dans un volume de travail, dans une intensité de travail assez conséquente, et ça n'a pas été le cas. Il a fallu quand même que les premiers DS arrivent, etc., pour que je commence vraiment à avoir une intensité de travail importante qui me permette d'accumuler des connaissances et d'avancer, notamment sur le programme de l'agrégation. Par ailleurs, une autre cause qui justifie mon échec, c'est que vu que j'ai travaillé mon mémoire pendant l'été et que j'ai fait mon mémoire pendant l'été, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eh ben, je n'ai pas lu les œuvres au programme de l'agrégation. Je n'ai pas lu Kant, je n'ai pas lu Cicéron, je n'ai pas travaillé le thème du corps. J'ai commencé à lire Kant mi-septembre, ce qui fait tard en fait. Quand tu connais rien à Kant, quand tu connais rien à Cicéron, que tu n'as jamais lu d'œuvre aussi difficile que les Trois Critiques, ça fait tard. Ce qui fait que j'ai lu que 4 œuvres au programme sur le je sais pas combien il y en avait.
j'ai lu que 4 œuvres. Alors 4 œuvres, j'ai quand même lu les 3 critiques, lues et fichées. Et j'ai fait une fiche extrêmement précise, extrêmement pointilleuse. Et j'ai lu les académiques de Cicéron, mais pour le reste, je n'ai pas lu Cicéron. Et malheureusement, j'étais hyper calée sur Kant. Et devinez ce qui est tombé le jour de l'agrégation. Cicéron, en plus quelque chose que je n'avais pas lu, ça tombe bien. Voilà, comme ça, c'était réglé. Donc voilà, je pense que vraiment pour réussir l'agrégation, il faut commencer à travailler, mais ça tout le monde le dit, hein, dès que le programme sort. J'étais trop en retard sur le programme, et ce qui fait que j'ai couru toute l'année après le programme et que j'ai occulté Cicéron à partir de janvier. Je me suis dit de manière, j'aurais pas le temps, donc on va travailler Kant parce que c'est plus utile. Deuxième point qui peut justifier mon échec, c'est que j'étais tellement en retard sur le programme des écrits que je n'ai pas travaillé du tout les oraux jusqu'aux écrits en fait. C'est-à-dire que les cours pour les oraux à Sorbonne Université commencent en janvier. Donc de janvier en mars, vous avez et des cours pour les écrits et des cours pour les oraux. Sauf que moi, je n'ai été à aucun cours pour les oraux parce que j'étais tellement en retard pour les écrits que je me suis dit, mais c'est même pas la peine en fait. Ce n'est même pas la peine. Déjà, va aux écrits, essaye d'avoir les écrits et après on parlera des oraux. D'un côté, j'avais vraiment pas tort, ça sert à rien que je me bombarde d'heures de cours alors que j'avais rien lu, que j'avais pas assez travaillé les écrits. Enfin, rien lu. Pas assez lu en tout cas, pas fini de lire. Si vous voulez réussir à aller en cours en janvier pour les oraux, il faut déjà avoir vraiment bien travaillé les écrits et limite en décembre avoir presque fini tout ce qu'il y a à lire pour les écrits ou être bien engagé. Si vous voulez avoir le temps de préparer dignement les oraux qui sont quand même extrêmement difficiles et extrêmement exigeants, il faut travailler les écrits vraiment en amont pour pouvoir avoir ce temps, tout simplement. Une autre raison qui est quand même compliquée parce que je regrette pas d'avoir agi comme ça, mais je pense que j'ai été trop perfectionniste dans mon travail. C'est-à-dire que je n'arrive pas à travailler à moitié. Quand j'allais en cours, il fallait que j'enregistre le cours et que je reprenne chacun des mots du professeur. Alors, je me remercie a posteriori d'avoir fait ça parce que j'ai des cours nickel, que je retravaille, que je connais, qui sont superbes, etc. et qui sont totalement réutilisables et exhaustifs. Ou presque. Quand je faisais mes fiches de lecture, la critique de la raison pure, j'ai fait une fiche de lecture de 300 pages. De 300 pages. J'ai mis des textes, des citations, j'ai essayé de comprendre chaque ligne de la critique de la raison pure. Sauf que c'est un texte extrêmement difficile, donc je pouvais passer 1h30, voire 2 heures pour lire 10 pages. Vous vous rendez compte? Ça fait 700 pages la critique de la raison pure. J'ai mis énormément de temps pour lire Kant. Ça explique que j'ai pas pu lire Cicéron. J'ai mis tellement de temps, je crois que j'ai mis 2 mois au moins pour la critique de la raison pure. En même temps, au rythme de 10 pages par jour, c'est sûr que je pouvais pas aller très vite. Et j'ai fait un travail qui est très complet, qui est très poussé. Du coup, j'ai très bien compris Kant, etc. Sauf que j'ai été trop perfectionniste. Le problème, c'est qu'il y avait 11 œuvres au programme. Je pouvais pas faire ça pour toutes les œuvres, c'était incohérent. Mon attitude était incohérente. Alors, je regrette pas d'avoir fait ça parce que maintenant j'ai une très bonne connaissance de Kant que je vais évidemment pouvoir réutiliser sur à peu près tous les sujets. Kant, c'est extrêmement utile, mais dans le cadre d'un concours, je peux pas être aussi perfectionniste. Je pense que dans un concours, plus que la perfection, il faut viser la pragmaticité, l'efficacité. Voilà, il faut travailler intelligemment parce que bon, à un moment, une journée, ça fait que 24 heures. Entre temps, il faut dormir et manger et respirer un peu. Et je pense que vraiment, cette efficacité, cette manière de travailler vraiment, je pourrais dire un autre mot que efficace quand même, un synonyme d'efficace. A few moments later. Oh, j'ai pas de mots, ça me vient pas. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée puisque le mot ne me viendra pas maintenant. Il y a aussi une autre raison, c'est que j'avais d'énormes lacunes en philosophie générale. Je les ai un peu comblées, mais pas totalement. Ces lacunes, elles s'expliquent par le fait que la philo, oui, j'ai fait une licence de philo mention bien, j'ai eu mon master mention très bien, j'ai toujours été sérieuse, j'ai toujours été en cours, j'ai toujours appris mes cours, etc. Mais ça n'a pas suffi, tout simplement parce que pendant mes études, j'ai aussi travaillé. J'ai passé beaucoup de temps à travailler pour gagner de l'argent, etc. Et donc tout ce temps-là, c'est du temps que je consacrais pas à la philo. J'avais d'autres centres d'intérêt, on va dire que la philo, c'était, et c'est toujours d'ailleurs 40% de ma vie, et qu'à côté, il y a plein d'autres choses. Et tout ce temps que je n'ai pas consacré à la philo, que j'ai pas consacré à lire des textes classiques, etc., à m'enrichir philosophiquement, ça donne d'énormes lacunes et une énorme hétérogénéité entre les candidats. Il y a des candidats pour qui la philo, c'est toute leur vie, c'est 80% de leur temps. Peut-être qu'en plus, ils ont des facultés cognitives, en tout cas des facilités à apprendre bien supérieures aux miennes. Ça donne de grandes disparités. Et par ailleurs, en parlant de lacunes en philosophie générale qui s'accumulent au cours du temps,
selon l'investissement et la place que la philosophie a dans votre vie. J'ai un autre défaut, c'est que je ne m'exprime pas de manière élégante, je ne m'exprime pas de manière précise, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est un défaut que j'ai, je parle souvent de manière vulgaire, de manière grossière, je manque de précision dans mon expression, je manque de vocabulaire, etc. Ça fait que la manière dont je m'exprime, la manière dont j'expose des thèses, etc. est beaucoup moins claire et beaucoup moins pertinente, impactante et même intéressante que d'autres candidats parce que voilà, j'ai des lacunes d'expression et ça, bon, j'ai une part de responsabilité, j'aurais pu m'exercer à mieux écrire, à mieux parler, je pourrais faire des efforts dans mon quotidien pour varier mon vocabulaire et avoir un vocabulaire plus soutenu, mais il y a aussi une grande part de sociologie. Moi, j'ai un père qui est extrêmement vulgaire, par exemple. J'ai toujours entendu beaucoup d'insultes dans son vocabulaire. Il n'a pas une manière de s'exprimer très fine et c'est pas du tout un souci, au contraire. Mais du coup, j'ai agi par mimétisme. J'ai eu un autre défaut de plus pendant cette année de prépa à l'agrégation, c'est que j'ai eu le syndrome de la bonne élève. Pour moi, un profil qui réussit, c'est un profil qui va à tous les cours, c'est un profil qui prend bien ses notes, qui fait bien ce que le professeur dit, qui est vraiment jamais absent, etc. En fait, voilà, j'ai gardé les automatismes de ce qu'on nous apprend à l'école traditionnellement, alors que là, t'es plus un élève en fait. Cette formation était même pas diplômante. J'ai pas de diplôme à la fin, en fait, j'ai pas de partiel, j'ai rien. T'es un candidat pour préparer un concours, t'es plus un élève. C'est-à-dire que vouloir absolument aller à tous les cours alors que ce cours te sert pas ou que tu serais plus utile, plus efficace à faire autre chose, que quelque chose d'autre te permettrait véritablement plus d'optimiser tes chances pour le concours et que toi tu veux absolument aller en cours parce que aller en cours c'est bien. Pourquoi en fait? Il y a des cours qui n'étaient pas utiles, auxquels je n'aurais pas dû aller, tout simplement. Tu es un candidat, c'est à toi d'évaluer tes lacunes, c'est à toi d'évaluer tes faiblesses, mais également tes forces, les choses dans lesquelles tu peux te dispenser. S'il y a un cours que tu juges pas pertinent, c'est à toi de ne pas y aller. En fait, il faut arrêter de se dire il faut absolument que j'aille en cours parce que gna gna. Bah non, c'est vraiment une autre manière d'étudier que quand tu es élève à la fac, quand tu es un étudiant, là tu es vraiment un candidat qui va passer un concours, tu n'es plus un étudiant de fac classique. Donc cette année j'ai bien fait le choix dans les cours auxquels je vais aller. Je vais aller aux cours les plus pertinents, les cours qui me sont le plus utiles et je vais arrêter de perdre du temps dans des choses qui ne me sont pas utiles. Voilà, personne ne va me donner une médaille parce que j'ai été à tous les cours, hein. N'importe quoi. Personne ne m'a donné le concours d'ailleurs. Le seum. Avant-dernier conseil, qui est un conseil peut-être un peu gnangnan, un peu bon vu, revu, mais bon, j'étais pas assez heureuse. Pour travailler et pour travailler efficacement, il faut être heureux tout simplement quand tu es malheureux, quand tu es tracassé toutes les 5 secondes, quand tu te lèves le matin avec l'envie de te recoucher. Tu peux pas bien travailler. En fait, j'étais épuisée parce que pareil, ces deux concours c'était difficile, mais aussi épuisée parce que j'étais malheureuse en fait. Et j'étais malheureuse pourquoi? Parce que j'avais aucune sociabilité, tout simplement. En fait, j'aurais dû me dire à un moment arrête, va faire des choses qui te font plaisir et reviens travailler après. Mais en fait, j'étais totalement dans un schéma inverse. Vu que j'étais malheureuse et que je travaillais moins bien, et le peu de temps que j'avais par exemple consacré ou prévu de consacrer à l'amitié, à la sociabilité, à des choses qui pouvaient potentiellement me faire sentir bien, je l'annulais parce que j'avais perdu du temps et qu'il fallait absolument que je compense ce temps que j'avais perdu travaillant de manière non efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le cercle vicieux. Tu es malheureux, du coup tu travailles mal donc tu perds du temps, donc tu annules les choses que tu avais prévues hors travail pour travailler plus alors que tu es malheureux et que tu travailles mal. Enfin, j'étais malheureuse, j'avais aucune sociabilité, j'ai même passé le 1er janvier toute seule. Au bout d'un moment, allô, qui fait ça, genre? Qui fait ça? Parce que je voulais travailler, puisque je voulais pas perdre de temps à faire ceci, à faire cela, à faire machin. Ça n'a aucun sens. Je dis pas qu'il faut sortir en soirée tous les 4 matins. Je dis juste que bon, il faut quand même être un minimum cohérent et équilibré dans la vie. Sans un minimum de bonheur et de joie de vivre, ça peut pas bien se passer. La preuve, ça s'est pas bien passé. Voilà. Bon, et puis pour terminer cette vidéo, la dernière cause qui justifie mon échec, c'est tout simplement que je pense qu'il me manquait vraiment une structure dans l'organisation de ma vie, c'est-à-dire une routine en fait. Je n'avais aucune routine en fait, je vivais un peu un jour le jour en mode survie, en mode le but de cette journée c'est de faire un maximum de choses de manière efficace et du coup je n'étais pas du tout structurée. Ça me menait à me coucher très tard parce que j'avais pas bien travaillé la journée et que je voulais absolument rattraper mon retard le soir pour me coucher fière de moi, alors qu'au final le lendemain je me levais tard, du coup j'avais déjà consommé du temps de travail, on va dire dans le sommeil, j'étais fatiguée parce que je me couchais à pas d'heure et ça a pas du tout en fait. Pourquoi avoir une routine? Tout simplement parce que ça crée des automatismes en fait, ça crée des cadres,
C'est-à-dire que quand tu as une routine, de telle heure à telle heure tu travailles et voilà, tu le sais, de telle heure à telle heure tu fais autre chose, tu le sais. Et là, j'étais totalement, on va dire, en roue libre où j'organisais mon emploi du temps un peu comme bon me semble. Mais je pense que ça m'a mené à être beaucoup moins efficace plutôt que d'avoir une structure et d'être un peu réglée parce que dans les jours où tu n'as pas envie de travailler, cette structure elle est là et tu as moins de difficultés à la suivre que si ton emploi du temps est un peu laissé à ton bon vouloir. Donc vraiment cette année j'ai pour ambition de vraiment me faire une routine, alors sans devenir un chef militaire qui organise de manière extrêmement stricte ses journées sans aucun espace de liberté, c'est pas du tout ça le plan. Le plan c'est vraiment de me dire ok, tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure, tu travailles de telle heure à telle heure, tu travailles telle durée par jour et telle durée par jour en fonction de tes obligations, pour vraiment fonctionner un petit peu, pas comme un robot, mais avoir une ligne conductrice, une ligne directrice qui m'empêche de partir dans tous les sens et de travailler 8 heures un jour et 0 heure le lendemain. En tout cas pour moi ça fonctionne pas. J'espère que mes petits conseils ont été utiles, en tout cas mon retour d'expérience a été utile. Bon courage si vous préparez les concours, ça va bien se passer pour vous, j'en ai aucun doute. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas si vous voulez plus de vidéos sur le thème de l'agrégation, des concours, si ça vous intéresse. Bon, et je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bon courage, vous allez réussir. Croyez en vous, soyez heureux, c'est extrêmement important. Prenez du temps pour vous et prenez du plaisir à travailler. Ce sont des années extrêmement enrichissantes intellectuellement et il ne faut pas oublier ça. Même si je n'ai pas réussi, je n'ai jamais autant appris que cette année. J'ai jamais pris autant de plaisir à faire de la philo et cette année m'a vraiment convaincue que la philo faisait partie de moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.